Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'école du futur, je suis ravie de vous retrouver. Au sommaire de cette émission, on ouvre comme toujours avec notre focus et c'est avec le Clémy et sa série La famille tout écran, puisque vous le savez, apprendre à bien utiliser les écrans, ça se fait en famille et au jour le jour. Vous aurez donc le plaisir de découvrir un nouvel épisode. Et aujourd'hui, alors que des milliers d'élèves utilisent déjà l'intelligence artificielle pour faire leurs devoirs, la question n'est donc plus de savoir si l'intelligence artificielle est à l'école, mais comment on la cadre, qui la pilote et dans quel but pédagogique. Alors on vous propose de découvrir aujourd'hui une intelligence artificielle éducative conçue pour accompagner à la fois les élèves et les enseignants dans le respect des programmes de l'éducation nationale. Et c'est avec notre invité Yadem Ben Messaoud. Bonjour. 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 Vous êtes cofondateur de WeActive et directeur de l'innovation et de la pédagogie. On découvre tout ça ensemble dans un instant, bien évidemment, mais d'abord place au focus. Focus aujourd'hui sur une utilisation saine et maîtrisée du numérique dans les foyers. C'est avec le Clémy et sa série La famille tout écran. On se retrouve juste après votre nouvel épisode. Bouge pas. Ouais, c'est parfait comme ça, attention. Super. Vous faites quoi? Je prends Mélina en photo pour la montrer à des amis sur ma page. Oh là 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 là, non, tu peux pas poster une photo de ta petite sœur comme ça. Non, c'est son image, on peut pas jouer avec. Ah dommage, j'avais des super nouveaux effets pour les photos. Alors, jamais de photo dénudée, jamais en maillot de bain, rien. Faut la couvrir, faut pas qu'on la reconnaisse. Tiens, voilà. Hop, ça, c'est pas assez. Aussi. Ah, voilà. Bon, j'ai compris, je la mettrai pas cette photo. Sage décision. Bon, allez, venez, je vous ai préparé un gâteau. La caca, j'arrive pas du tout à bouger là. C'est souvent comme ça. On me dégaine, je prends une photo, je l'envoie sur les réseaux sociaux et ça, sans réfléchir. Sans se demander si quelqu'un ne va pas la réutiliser. Il faut protéger les enfants et ne pas publier d'images d'eux. Et ça, peu importe leur âge. Donc là, c'est les enfants au ping-pong. Là, c'est les enfants chez leur papy. Bah, pourquoi toutes tes photos sont floues? On voit rien du tout, on sait même pas qui c'est. Et pour préserver leur identité. T'en as de ces questions, toi? Quand un élève ne comprend pas un exercice, vers qui se tourne-t-il aujourd'hui? Sans doute de plus en plus vers l'intelligence artificielle. Alors plutôt que de proposer des outils qui vont offrir aux élèves des réponses toutes faites, certains font un autre choix, celui d'accompagner le raisonnement. La question n'est plus alors seulement ce que l'IA peut faire, mais surtout ce qu'elle refuse de faire. Et c'est exactement sur cette frontière que se positionne Dinobot, que je vous propose de découvrir tout de suite dans la première partie du talk. Et pour ce faire, je reçois en plateau aujourd'hui Yadem Ben Messaoud, cofondateur de WeActive et donc de cette IA pédagogique appelée Dinobot. Alors pour commencer, Yadem, on va peut-être aller au plus simple. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce qu'est Dinobot en quelques mots? Alors, Dinobot, c'est une IA pédagogique qui est pour les élèves et pour les enseignants. Elle est là pour accompagner les élèves, pour leur donner confiance, mais surtout pour ne pas faire à leur place. Et puis, elle est aussi là pour accompagner les enseignants, pour leur permettre de personnaliser et d'individualiser le contenu qu'ils vont pouvoir donner à leurs élèves. Alors, on va rentrer dans le détail de tout ça un petit peu plus tard. Mais alors, vous étiez vous-même enseignant en physique-chimie à l'origine. Qu'est-ce que ce regard terrain vous a apporté? En quoi ça a été décisif dans le fait aujourd'hui de lancer Dinobot? Alors, du coup, moi, après avoir fait une école d'ingénieur, j'ai décidé d'être professeur de physique-chimie. J'ai toujours été un passionné de sciences, donc j'ai enseigné aussi bien en France qu'à l'étranger et j'ai eu l'occasion d'être enseignant dans l'un des plus grands lycées français à l'étranger. Et puis, avec le temps, on avait des élèves qui étaient extrêmement passionnés, extrêmement ambitieux et puis j'ai pu remarquer que l'arrivée de l'IA, ça chamboulait franchement notre métier. Qu'est-ce qui, justement, est le plus difficile à gérer aujourd'hui au quotidien en classe quand on est enseignant et qu'on est confronté à des élèves qui utilisent de l'intelligence artificielle? Alors, il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à gérer en classe. Je pense que certains parents ont dû s'en rendre compte pendant la période du Covid. Mais ce qui est le plus dur, en fait, c'est l'hétérogénéité en termes
au niveau des élèves, puisqu'on peut avoir des élèves brillants qui souhaitent exceller, qui sont extrêmement ambitieux, et puis d'autres élèves plus en difficulté et qui ont besoin de progresser. Et donc, c'est vrai qu'on doit pouvoir proposer du contenu à chacun de ces élèves et faire en sorte de les challenger tout à chacun. Alors ça, évidemment, c'est sur la partie personnalisation de l'IA, mais il y a aussi le fait que les élèves, finalement, on le répète quand même assez souvent ici, aujourd'hui utilisent l'IA essentiellement pour faire leurs devoirs. Ça change quelque chose aussi quand on est enseignant. Alors effectivement, ça change beaucoup de choses. Alors on s'en est rendu compte dès le début. Donc moi, tout au début, j'avais une petite intuition en me disant que bon, ça risquait de poser problème un petit peu plus tard. Et on s'en est rendu compte assez vite. Donc effectivement, quand on faisait passer les élèves au tableau, ils avaient une correction qui était parfaite. Donc ils répondaient à l'ensemble des questions. Et puis quand on creusait, ça devenait plus compliqué. Les concepts n'étaient pas forcément maîtrisés. Quand on sortait du scope, ils étaient un petit peu perdus. Et puis surtout, c'était au moment de l'évaluation, puisque au moment de l'évaluation, il n'y a plus d'IA pour être assisté. Et là, on avait des grosses difficultés avec eux parce qu'ils ne comprenaient pas. Et on sait pertinemment, nous, en tant qu'enseignants, que pour progresser, il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner et il faut aussi accepter que parfois on fait des erreurs et que l'IA, elle n'est pas là justement pour nous donner les réponses, que les erreurs, elles sont importantes. Alors, l'erreur fait partie intégrante de l'apprentissage. Sinon, ça serait beaucoup trop simple. Hein, s'il suffisait de dire une seule fois et puis que tout était bon. Non, l'erreur, elle est là pour analyser, pour comprendre, pour tester les limites. Enfin, je veux dire, c'est comme un sportif de haut niveau. Quand vous avez Mbappé qui arrive à mettre... Mbappé ou d'autres, hein, qui arrivent à mettre des buts dans des circonstances assez difficiles, c'est bien parce qu'ils se sont entraînés et qu'ils ont loupé beaucoup de tirs en amont avant d'arriver à mettre les bons tirs au bon moment et au bon endroit quand ça compte. Bah alors Dinobot est né d'un projet familial entre deux frères, vous et votre frère, de fait. Comment est-ce que cette aventure elle a commencé concrètement ? Alors, comment est-ce que cette aventure elle a commencé ? Alors, c'est vrai que j'ai cofondé ça avec Yamine, qui est, comme vous le dites, en l'occurrence, mon petit frère. Et c'est vrai qu'on porte des valeurs éducatives extrêmement fortes. J'ai toujours accompagné mon petit frère dans la réussite scolaire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il y a une trentaine d'années, mes grands-parents étaient analphabètes. Aujourd'hui, j'ai pu faire une grande école d'ingénieur, Yamine une grande école de commerce, et puis nos neveux et nièces continuent sur la même lancée en faisant médecine, etc., etc. Donc, on est extrêmement redevable envers l'école républicaine. Et donc, Yamine, quand il a constaté, et puis moi, quand je lui ai fait constater les retours qu'on avait, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose, parce que lui aussi était confronté à l'utilisation de l'IA à l'université. Bon, alors, à qui s'adresse Dinobot aujourd'hui ? À quelle tranche d'âge ? Alors, Dinobot, il s'adresse aux enseignants et aux élèves. Alors, pour les élèves, ça va on s'est focus pour l'instant de la 6e à la terminale. On a aussi des partenariats avec des universités, donc l'EM Lyon et TBS. Et donc, l'idée, c'est de leur permettre de s'exercer sur différents modules qu'on a semblé pertinents à mettre en place. Alors, vous l'avez dit, donc il y a d'un côté les enseignants, il y a d'un côté les élèves. Mais à la jeunesse du projet, est-ce que finalement vous avez voulu lancer Dinobot peut-être plus pour accompagner les enseignants ou plus les élèves, ou alors c'était d'emblée les deux ? Alors c'était d'emblée les deux. Notre projet, c'est l'apprentissage, il marche avec la volonté de l'élève d'apprendre, sa curiosité, les efforts qu'il va pratiquer, et puis les efforts qu'il va faire, et puis bien évidemment le pilotage, la motivation, l'accompagnement de l'enseignant. Donc c'est un tandem et on ne peut pas le séparer même à l'heure de l'IA. Absolument pas. Et puis, alors, on va continuer avec, en l'occurrence, un autre frère qui est aussi instituteur. Cette famille, donc. Effectivement. Et on a eu cette discussion il n'y a pas longtemps, il y a 2-3 jours, on échangeait autour de... donc lui, il est instituteur à l'école primaire et on échangeait sur les objectifs. Quels sont les objectifs pour faire réussir les élèves ? Et bien évidemment, dans l'excellence, etc. Et donc, il me disait, si on fait le bilan de l'école primaire, qu'est-ce qu'on cherche à faire pour ces élèves ? On cherche à ce qu'ils soient capables de rédiger convenablement, écrire, faire des rédactions, et à résoudre des problèmes.
Alors pour rédiger et faire progresser les élèves sur la partie de français, il y a 2 options, faire des rédactions, faire des dictées. Et c'est quelque chose, corriger des dictées, c'est quelque chose qui est extrêmement long, extrêmement fastidieux quand on a face à soi une trentaine d'élèves et si on a envie de le faire tous les jours, on est assez vite débordé. Alors que maintenant, avec l'IA, eh ben, on va être capable, le professeur va pouvoir faire des dictées, il va être capable de les corriger assez vite et de faire des retours. Et donc, ici, l'IA, elle n'empêche pas l'élève de travailler, bien au contraire, elle va permettre à ses élèves en classe d'avoir plus de dictées et plus de rédaction. Bon, alors je suis pas sûre que pour les quelques élèves qui nous regarderaient, ils sont ravis d'entendre qu'il y aura plus de dictées, mais a priori pour leur avenir, c'est plutôt une bonne nouvelle. J'aimerais qu'on rentre maintenant un petit peu dans le fonctionnement à proprement parler de Scadi Nobot aujourd'hui. Vous avez donc une plateforme d'entraînement pédagogique, je crois. Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors on a plusieurs plateformes qui ciblent différents profils. Donc on a une plateforme pour les élèves, avec différents modules qu'on continue à enrichir. On va prochainement lancer des fiches de cours, au-delà de nos 4 modules actuellement existants. Et on va en parler de ces modules. Et puis, on a aussi une plateforme pour les enseignants, pour qu'ils soient capables de générer des évaluations, des exercices et des fiches de cours, mais aussi de les piloter et de savoir ce qu'il y a derrière. Parce que quand on va sur ChatGPT, on rentre un prompt et c'est une boîte noire. Alors que nous, on va savoir exactement ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire les compétences qui vont être utilisées et les tâches qui vont en découler. Alors, c'est un outil qui a plutôt vocation, quand on parle des élèves, à être utilisé en classe ou à la maison ? Alors, il a vocation à être utilisé aussi bien en classe qu'à la maison. Dans le cadre des élèves, bien évidemment, l'objectif, il est double, c'est de pouvoir discuter, échanger avec l'IA si on est coincé, avec une méthodologie qu'on va appeler socratique, c'est-à-dire de la philosophie de Socrate, où on ne donne pas la réponse. Donc l'élève va s'interroger, on va le guider, on va le questionner, et puis on va l'emmener avec sa réflexion et ses prérequis à être sur la bonne voie. Et puis aussi à s'entraîner, parce que c'est vraiment ça, en fait, de manière très simple. La réussite ne vient que par l'exercice et l'entraînement. Et justement, ça fait partie des différents modules que vous avez. Il y en a 4, hein, je crois, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quels sont-ils ? Alors, à cet instant T, effectivement, on a 4 modules. On a un premier module de chat, alors qu'on a bridé, qu'on a verrouillé, c'est-à-dire que vous allez pouvoir choisir votre matière. Et donc, il ne vous donnera jamais la réponse. Donc, si vous êtes en mathématiques et que vous lui posez des questions sur Beyoncé ou je ne sais qui, ou la dernière sortie de cinéma, il ne va pas vous répondre. C'est parce qu'on a besoin, on souhaite que les élèves, quand ils sont sur cette activité d'apprentissage, ils restent concentrés sur cette activité d'apprentissage. On va pouvoir approfondir certaines informations, questionner. On a utilisé des recherches sur comment rédiger des feedbacks pertinents. On a ensuite un module exercice. Et donc, on va pouvoir générer des exercices sur les parties du cours avec les compétences. Alors, bien évidemment, on va personnaliser. C'est-à-dire que si vous êtes fan de Star Wars, vous allez choisir d'être du côté obscur ou pas. Et puis, si vous avez envie d'être aux côtés de Dark Vador, on va vous demander sur les nombres premiers quel est le nombre de vaisseaux qu'il faudra pour être sûr de gagner, puisqu'on sait que... Par exemple, avec des nombres premiers, on a plus de chances de gagner. Si vous êtes fan de football, encore une fois, ou de tennis ou de volley, on vous fera faire des triangles rectangles et utiliser Pythagore sur un terrain. Donc c'est pour aller sur ce biais motivationnel. On a aussi téléchargé tous les sujets et tous les brevets du bac, les ECE, les E3C, donc tout ce qui est disponible sur Eduscol. Et là, l'idée, c'est que l'élève puisse s'entraîner, puisque ils ont des échanges d'ici quelques mois. Et donc, ils vont pouvoir s'entraîner avec ou sans aide du chat. Et puis enfin, on a un dernier module qui est le module évaluation. Puisque moi, en tant que prof, j'ai souvent eu cette expérience qui disait « mais je croyais avoir tout compris, mais j'y arrivais bien ». Et puis là, effectivement, quand on est guidé, c'est tout de suite plus simple. Donc l'idée, c'est que l'élève puisse répondre sans aide et qu'il ait des feedbacks asynchrones. C'est-à-dire qu'il va répondre
soit par écrit, soit sur l'IA, et il aura des retours en lui disant ce qui va pas et comment s'améliorer. Bon, on va continuer à parler de Dinobot en seconde partie d'émission, mais d'abord cap sur la planète tech. Images et vidéos, c'est le meilleur d'Internet, c'est la sélection de Dylan Coller.这个已经够苦了吧？哇，你看，我的妈呀！好，开始了。看这个已经够苦了吧？哇，你看，我。Si vous nous rejoignez sur School TV, bienvenue dans l'école du futur où je parle aujourd'hui d'intelligence artificielle et plus précisément d'un outil qui s'appelle Dinobot avec mon invité Yadem Ben Saoud, cofondateur de WeActive, et on va continuer justement cette discussion en seconde partie d'émission, c'est tout de suite. Alors Yadem, avant de partir en pause, on était en train de commencer à évoquer les différents modules que vous avez sur Dinobot. Et j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur chacun d'eux, notamment le module chat, dans lequel vous nous avez expliqué que l'élève n'accédait pas à une réponse automatiquement, mais était plutôt testé sur son raisonnement. Alors justement, comment votre IA, elle l'accompagne pour cheminer dans ce raisonnement ? Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'on ne veut pas donner la réponse automatiquement, contrairement à ChatGPT, Claude, Gemini, Mistral, etc. Parce qu'à partir du moment où on donne la réponse, on tue l'apprentissage. Il n'y a aucun intérêt, dans ce cas-là, il suffit de lire des livres et des exercices, et si l'élève ne se questionne pas, si l'élève ne sait pas où est-ce qu'il se trompe, si l'élève n'arrive pas à analyser quelle est son erreur, on va ne faire que de répéter la même chose, et l'élève aura du mal à progresser. Donc, et ça a été fait par plusieurs études qui vont tous dans ce sens-là. Donc nous, on a analysé un certain nombre de ressources, d'études scientifiques et d'articles scientifiques qui nous ont expliqué qu'est-ce que c'était qu'un bon feedback. Comment est-ce qu'on rédigeait un bon feedback, et donc on a configuré notre IA, fine-tuné notre IA, analysé un certain nombre de chats pour rédiger ces bons feedbacks. Et qu'est-ce que ça dit ? Qu'est-ce que c'est qu'un bon feedback ? Alors un bon feedback, c'est déjà un feedback qui va être bienveillant. C'est quelque chose qui va reprendre, c'est une analyse qui va reprendre ce qui a été dit.
qui va mesurer l'écart, donner l'écart entre ce qui est dit et ce qui est attendu, et bien évidemment qui va finir par s'arrêter, puisqu'on ne va pas non plus tourner pendant un moment, et donc on va essayer d'accompagner. Alors d'accompagner en posant des questions, en guidant ou en mettant des contradictions face à ce que l'élève peut penser, dire, ou face à ses prérequis. Et puis vous avez un autre module, le module brevet et bac. Qu'est-ce que ça va apporter de plus par rapport à des annales classiques? Là aussi, c'est sur la question du feedback? Alors, le module brevet et bac, ça a été notre premier module et on en est plutôt fiers. Donc, on l'a lancé l'année dernière, juste avant le brevet. Le brevet, brevet et le bac 2025, on a eu jusqu'à 60 000 élèves qui se sont inscrits en quelques mois et jusqu'à entre 5 et 7 000 élèves connectés en même temps. Donc on était plutôt fiers et j'espère que cette solution a permis à certains élèves d'obtenir ou de grappiller les quelques points qui leur permettaient d'avoir le bac, voire même les félicitations du jury. Et donc l'idée, on sait que le brevet et le bac, ce sont quand même des échéances qui sont assez importantes dans la vie d'un collégien et d'un lycéen. Et ça permet de fournir un effort pour le bac de se préparer à l'université. Et donc l'idée, c'était de se dire qu'il fallait que ces élèves puissent, au-delà d'une simple correction, se questionner, avoir une aide et avoir des retours pour pouvoir s'entraîner, puisque on a tous bachoté, quoi. Qui n'a pas bachoté dans sa vie? On en garde des bons souvenirs, d'autres moins. Bon, alors, en ce qui concerne le contenu, et c'est là que c'est intéressant d'avoir un outil comme Dinobot par rapport à un chat GPT, c'est que vous suivez les programmes scolaires. Quelle part des programmes scolaires aujourd'hui est-ce que vous couvrez avec Dinobot? Alors aujourd'hui, on est essentiellement, on est 100% basé sur les programmes scolaires qui sont disponibles sur Eduscol. Donc on va faire une analyse sémantique de ces programmes, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire que savoir résoudre une équation du second degré. On va venir analyser tout ce que cela sous-tend. Pareil, là on a travaillé, on a fait des analyses bibliographiques pour essayer d'être le plus pertinent là-dessus. Donc à cet instant T, on est capable sur le collège et le lycée général. Donc on fait bien évidemment toutes les matières principales, maths, physique, français, histoire, géo. On fait aussi les matières de spécialité. On est en train de mener une réflexion pour mettre en place les matières de technologie et enfin les lycées professionnels. On sait pas encore, il y a certaines matières pour lesquelles on ne s'est pas encore aventuré puisque c'est une approche qui est légèrement différente, notamment les langues et les arts. Alors, comment est-ce qu'un enseignant va pouvoir se saisir de l'outil? J'entends, est-ce qu'il y a besoin d'une formation particulière quand on est enseignant pour pouvoir utiliser Dinobot? Alors, on essaye de le simplifier au plus. Il reste encore des marges d'amélioration pour le simplifier. Alors, il va y avoir des choses qui vont bientôt arriver. Le GAR. Donc c'est le gestionnaire d'accès aux ressources, on y reviendra peut-être, mais l'idée c'est que ça soit assez intuitif, assez facile, et puis on va mettre en place des modules de formation et j'ai oublié des guides d'utilisation. Est-ce que vous observez une différence d'adoption pour Dinobot auprès des enseignants en fonction des disciplines peut-être ou des niveaux d'études, ou est-ce que finalement c'est assez homogène? Alors non, il y a des choses qui sont légèrement différentes. Alors il y a des matières qui sont plus tournées vers l'utilisation d'outils numériques. Donc les mathématiques et la physique-chimie, donc les enseignants ont moins de difficultés à prendre en main. Pareil, en ce qui concerne les niveaux des élèves, c'est souvent la 6e, j'ai été surpris. On a une utilisation massive au niveau de la 6e. Après, c'est 3e et terminale, parce que c'est des classes à enjeu, aussi bien pour l'orientation post-bac, donc dans les différentes filières générales, technologiques ou professionnelles, et bien évidemment pour l'orientation autour de Parcoursup, où certains élèves... pour atteindre leur filière, il y a un niveau qui est demandé, voire même une mention, voire un bac à obtenir. Donc plutôt des périodes charnières, et finalement vous êtes surpris pour la 6e, mais c'est aussi une période charnière puisqu'on change un petit peu aussi d'environnement. En termes d'évaluation, en revanche, pour les enseignants, je crois que vous vous êtes attaché particulièrement à une chose, c'est au fait que l'enseignant garde totalement la main sur l'évaluation. Pourquoi c'était important ça pour vous? Alors parce que je suis prof. C'est
Un très bon argument. Et donc, du coup, je voulais pas que mes collègues me lynchent. J'imagine que c'est pas le seul argument, quand même. Bien évidemment. Non, l'idée, c'est qu'il est hyper important. On n'est pas là pour remplacer le professeur. C'est la clé. Comme je vous l'ai expliqué initialement, c'est un binôme qui fonctionne entre l'enseignant et l'élève. L'enseignant est un professionnel de l'éducation. Il a été formé pour ça. Il connaît ses élèves. Et à aucun moment, on va laisser faire l'IA. Et je pense que les études aussi le prouvent que ce n'est pas le plus efficace, le plus pertinent et le plus résilient. Donc, le professeur est maître à bord. C'est lui qui valide. Et puis, de manière très simple, il y a des enjeux autour de la note, autour des appréciations qu'il va y avoir sur le bulletin. Donc, on parle d'avenir d'enfants, on parle d'avenir d'élèves, de collégiens ou lycéens. Donc, on ne peut pas laisser ça entre la main de l'IA. Notre objectif, c'est simplement d'augmenter le professeur, de le rendre, de remettre l'humain au centre et non pas de le remplacer. Et puis, bien évidemment, quand on parle de notation aussi, il y a des nuances que l'IA ne peut pas déceler, certaines appréciations, effectivement, qui ne peuvent pas être faites autrement que par l'humain. Pour quel tarif est-ce qu'on peut accéder à Dinobot? J'imagine que ce n'est pas la même chose quand on est enseignant et quand on est élève. Alors du coup, on a essayé d'être extrêmement abordable. Alors aujourd'hui, on est sur du B2C et du B2B. Donc pour la version B2C, on est à 5-6 € par mois pour accéder à toutes les matières, 50 € par an. C'est une heure de cours particulier. Pour l'enseignant, on l'a pas encore lancé la version payante, elle est complètement gratuite actuellement. On est en train d'améliorer et de faire en sorte qu'elle soit disponible. Donc on sera aux alentours de 25-30 € pour qu'elle puisse être distribuée à l'ensemble des élèves de sa classe. On a aussi un modèle pour les établissements du secondaire où on est entre 1000 et 1500 € dépendant de la taille de l'établissement. Et puis on a une tarification qui est là, se fait sur mesure pour les universités, puisqu'on travaille aussi bien, on a lancé un POC avec l'EM Lyon, donc l'une des plus grandes écoles de commerce de France, qui se passe plutôt bien, et je les remercie pour leur confiance et de nous avoir donné cette opportunité-là. On est en contact avec d'autres écoles, notamment TBS, et là aussi, c'était l'école où Yamine était, donc Toulouse Business School, et là encore, faire appel aux alumni, c'est toujours intéressant et ça permet... Yamine connaît particulièrement bien son milieu scolaire. Et puis en avant-première, ce qu'on a envie de faire, ce que j'aimerais faire une fois qu'on sera garifié et disponible sur les lycées, sur les établissements publics, c'est de pouvoir la mettre gratuitement à disposition de tous les établissements en REP+. Parce que je pense que les talents, ils se trouvent de partout et qu'on doit leur donner cette opportunité. Moi, j'ai été enseignant à Dubaï pendant 10 ans. Et les parents, ils investissaient massivement. Alors, 100% de réussite au bac, c'est une normalité. Autre chose aurait été choquant. On est plus sur quel est le taux de pourcentage de mention très bien. Et j'ai envie d'aider aussi et de soutenir ces talents-là qui n'ont pas forcément toutes ces aides, tout cet environnement pour leur permettre d'exceller. Bon, eh bien, c'était le mot de la fin, celui sur l'égalité des chances, ce qui est permis notamment effectivement par l'intelligence artificielle. Merci beaucoup Yadem Ben Messaoud d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je le rappelle, vous êtes cofondateur de WeActive qui produit donc cette intelligence artificielle Dinobot. Merci aussi aux équipes en régie et à Lilian Brémond d'avoir produit cette émission et surtout merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain à 12h30 sur School TV et d'ici là, vous le savez, je ne vous souhaite que de bien vous porter.